Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du Balado du RIMAS. On reçoit aujourd'hui Chloé Desjardins. Chloé est diplômée de la maîtrise en sexologie de l'UQAM et praticienne privée depuis 4 ans et demi à temps partiel et bientôt 2 ans à temps plein. Bonjour Chloé, Allô Jennifer. merci beaucoup de te joindre au Balado aujourd'hui. On va en apprendre davantage sur la pratique privée parce que ça reste quand même une pratique qui est peu connue des gens. Donc, je suis sûre que ça va éclairer plusieurs personnes. Mais j'espère, puis c'est ça mon but en participant aussi, là. Puis je pense que même parmi les intervenants qui travaillent en délinquance, je pense que parfois, c'est pas toujours clair c'est quoi qu'on fait en pratique privée. Puis c'est souvent quelque chose qui est un petit peu méconnu. Donc, c'était ça mon but en participant au podcast aujourd'hui. Super. Pour commencer, Chloé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours académique et professionnel? Oui, donc moi, j'ai gradué du baccalauréat en sexologie en 2017, puis ensuite, j'ai entamé ma maîtrise clinique en sexologie aussi. J'ai gradué en 2019. Donc, depuis 2019, je travaille. Puis, autant dans mon bac que dans ma maîtrise, j'ai fait mes stages là, principalement en délinquance sexuelle. Donc, j'avais déjà des superviseurs et tout ça. J'avais déjà gagné une expérience à ce niveau-là. Puis en 2019, j'ai travaillé environ un an au MITAS, qui est le milieu d'intervention et de traitement des agressions sexuelles. Puis ensuite, j'ai travaillé un petit peu pour la DPJ. Puis je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement assez orienté, assez spécialisé en délinquance et tout ça, puis en sexo. Donc, je me suis réorientée. J'ai travaillé au CETAS. Puis toujours depuis là, 2019, je travaille à temps partiel aussi en pratique privée. Puis en 2021, j'ai pris la décision vraiment juste de faire du privé à temps plein. Donc, c'est ça que je fais. En parallèle, je suis chargée de cours aussi à l'UQAM là, depuis un an. Ça va être ma deuxième année, mais je me concentre vraiment sur ma pratique privée. Ah, c'est génial, ça te fait un horaire quand même assez chargé malgré la pratique privée également, là. Oui, c'est sûr que ça fait un horaire chargé, sauf que ce qui est le fun en pratique privée, c'est que c'est toi qui décides vraiment de ton horaire, c'est toi qui décides, tu sais, si je veux pas faire de soir, j'en fais pas de soir, si je veux en faire, j'en fais. C'est sûr que je m'ajuste aussi aux horaires de mes clients, là, puis à leur disponibilité, mais ça permet une plus grande flexibilité là, au niveau de l'horaire, puis d'ajuster davantage son temps selon nous, selon ce qu'on a envie, tout ça. Selon tes besoins aussi. Oui, Puis, pour- exactement. puis c'est ça, j'imagine, la latitude, surtout du travail autonome qui t'a poussé à quitter ton emploi à temps plein. Mais oui, je vais t'avouer que c'est sûr que c'était une des raisons, mais c'était pas la seule raison en fait. Moi, c'est sûr que ce que j'aime en pratique privée, c'est qu'on a plus de flexibilité aussi au niveau du traitement qu'on offre. Donc, OK. je trouve qu'on peut aller un peu plus peut-être en profondeur dans le type de traitement qu'on offre, surtout quand on a le permis de psychothérapeute. Donc, c'est quelque chose que j'aimais, de pouvoir être un peu moins structuré dans le traitement. Tu sais, c'est sûr de Mm. toujours avoir en tête le plan d'intervention, les objectifs, les facteurs criminogènes, mais de pouvoir être un peu plus flexible dans comment j'aborde ça avec mon client et tout ça, ou ma cliente. Là. Sauf que c'est sûr que ça, c'était une grande raison pourquoi aussi je voulais en pratique privée. Mais je ne mentirais pas que c'est sûr que la flexibilité au niveau de l'horaire et tout ça, c'était un autre facteur. Mais il y avait vraiment aussi là, le fait de pouvoir aller plus loin dans le suivi, de plus de flexibilité au niveau de comment j'abordais le suivi. Là. Parce qu'avec ton employeur, il y a un cadre plus strict, là, j'imagine, dans la Mais thérapie que vous offrez, dans les services que vous offrez aussi. Mais c'est sûr, je pense que ça dépend de chaque organisme, mais souvent, il va y avoir plus des volets euh, qui vont être abordés en groupe, puis il va y avoir de l'individuel en parallèle. Ah, puis ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose de super important. Là. Pour moi, j'aimais aussi mieux la pratique, l'individuel plutôt que le OK. groupe. Parce que souvent, mettons, dans des organismes qui vont travailler en délinquance, il y a plus de groupes, puis c'est Oui. super pertinent, là, c'est tellement primordial et tout ça. Sauf que personnellement, j'étais un peu moins à l'aise avec ce type d'intervention-là. OK. Donc, j'ai oublié de le nommer, mais c'était vraiment une des raisons qui ont fait aussi que je voulais aller en pratique privée là, pour faire plus l'individuel.
OK, OK. Puis en quoi Oui. consiste ton travail, toi, exactement, là? Parce que tu es psychothérapeute, mais également sexologue. Donc, ça ressemble à quoi, les services que tu peux offrir? Pas de journée typique, là, parce qu'il n'y a pas de journée en délinquance sexuelle, il n'y a pas une personne de pareil, mais Mhm. en quoi ça peut consister? Mais c'est sûr que c'est important que je le nomme. Moi, je ne fais pas seulement de la pratique en délinquance, par exemple. OK. Je crois qu'en pratique privée, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui font juste la délinquance, probablement. Sauf que moi, ce que j'aime aussi du privé, c'est de pouvoir aller toucher à d'autres types de clientèle. OK. Euh, Moi, je fais vraiment du suivi. Donc, du suivi, je travaille avec les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Je travaille aussi avec des victimes d'agressions sexuelles, donc c'est une bonne partie de ma clientèle. Puis j'ai aussi quelques clients qui sont une clientèle un peu plus générale en sexologie, là, donc par exemple, baisse de désir sexuel, difficulté au niveau de l'estime de soi, OK. sexuelle, corporelle, générale, etc. Donc, ça, c'est ma clientèle au niveau vraiment du suivi. Puis, je fais aussi des évaluations spécialisées en délinquance sexuelle. Donc, ça, j'aime beaucoup faire ces mandats-là. C'est vraiment quelque chose que Mhm. j'apprécie. Donc, c'est sûr que l'été, j'en prends un peu plus, étant donné que je n'ai pas l'UQAM, je n'ai pas ma charge de cours. Oui. Pendant l'année, j'en prends environ une par mois, une évaluation. Donc, mes journées ne se ressemblent pas vraiment, mais mettons, dans ma semaine, je vais avoir 2 ou 3 jours de clients, de suivi. Je vais OK. souvent avoir une journée que je vais consacrer à l'évaluation, que ce soit rencontrer la personne ou ensuite faire ma rédaction. Puis, je vais avoir aussi mes journées que je vais consacrer plus à l'UQAM, ma rédaction de notes, etc., courriel. Euh, Mhm. ça l'alterne environ entre ça, mais c'est sûr que c'est assez flexible. Ça dépend OK. vraiment de la semaine en semaine. OK, OK. Ah, mais c'est quand même, c'est bien rempli, là. Oui, c'est bien rempli. Il y a des semaines qui sont plus calmes, mais c'est le fun aussi. Ça permet de se reposer un peu plus, de faire autre chose aussi. Moi, je m'implique quand même dans le RIMA, justement, sur le conseil d'administration. Mhm. Puis, je travaille aussi en parallèle un petit peu à essayer de développer un programme là, pour le Nord, pour le Nunavik, en fait, d'éducation à la sexualité. Donc, je OK. me garde quand même du temps libre dans mon horaire pour ces choses-là. Mais il y a des semaines qui sont super chargées, puis il y a des semaines qui sont Mhm. vraiment moins chargées, surtout l'été quand les clients sont en vacances, quand les clients ont leur activité. Donc, je le prévois d'avance là, que ça va être des semaines peut-être un peu plus tranquilles au niveau de ma clientèle habituelle. Mhm. Ce que tu peux te permettre, justement, comme on disait tantôt, étant donné la latitude de la charge de travail, puis dans ton horaire aussi. Oui, puis aussi le fait que je le sais d'avance, donc l'été, je vais accepter plus d'évaluations. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose, tu sais, en 4 ans, je l'ai vu évoluer aussi, comment qu'il y a l'automne, hein, il y a beaucoup de demandes de suivi, je OK. remarque, l'été, il y en a moins, donc l'été, je sais que je vais plus accepter d'autres types de contrats ou justement plus d'évaluations. Donc, je le vois aller un petit peu au fil des années, puis c'est sûr que ça me permet de m'adapter là, au fil du Est-ce temps. qu'il y a une raison pourquoi est-ce que l'automne, c'est plus chargé comme ça? Ou c'est... Je pourrais pas te répondre avec une réponse scientifique, mais je pense que c'est. Alors, on dirait que l'automne, les gens, ils reprennent leur routine, tu sais, ils retombent dans OK. leur routine, ils retombent probablement dans leurs enjeux aussi, dans leurs difficultés. Ouais. L'été, hein, on est plus occupé, on va plus sortir et tout ça. Donc, probablement que la souffrance des gens est plus présente à l'automne et tout ça. Euh, J'imagine que c'est pour ça, mais j'ai pas de réponse scientifique à te donner. Ouais, ouais, mais ça fait quand même du sens, là, le changement de saison, les gens restent plus à Mhm. l'intérieur, exactement, ça fait plus de sens. Oui. Puis les Puis, responsabilités aussi, tu sais, les enfants ouais, retournent à l'école, donc les gens qui sont parents, là, ils retombent dans la routine, ah, j'ai moins de temps pour moi, tout ça. Donc, je crois que ça contribue aussi là, dans le fait qu'ils sont souvent plus anxieux, plus souffrants, hein, qu'ils vont plus avoir le besoin de parler et d'aller travailler ces exactement. difficultés. Ça doit amener des défis, justement, dans ta pratique à toi, là. Ce serait quoi Euh, les principaux défis que tu as rencontrés, disons, lorsque tu as amorcé ton changement de carrière versus aujourd'hui? oui, c'est sûr qu'il y a eu des défis. Je pense qu'au début, un de mes principaux défis, c'était
le fait que c'est difficile de savoir combien de clients accepter en suivi. Donc, on a un budget à créer, hein, c'est sûr que ça fait Oui. partie de la réalité des travailleurs autonomes. Donc, si on se dit, ben, par semaine, je veux faire un tel montant, je vais accepter tel nombre de clients. Mais là, il y a des clients qui vont venir aux 2 semaines, il y en a qui vont venir aux 3 semaines. Là, il y a des suivis qui, on termine, donc on va moins voir la personne. Donc, tout ça, ça fait en sorte que j'ai trouvé ça difficile au début de savoir combien de clients accepter, combien d'évaluations accepter, tout ça. Donc, vraiment au niveau de la charge de travail à prendre, que ça a été un Mhm. principal défi. Je dirais que ma première année, là, vraiment à temps plein comme travailleur autonome, j'ai travaillé quand même beaucoup de fins de semaine, pas à rencontrer des clients, mais des fois faire de la rédaction de rapports que j'avais pas nécessairement prévu faire. J'avais pas prévu ce temps-là dans mon horaire. Mhm. Donc ça a été un défi pour moi. L'organisation aussi. Je suis quand même une personne assez organisée, mais ça m'a demandé de l'organisation encore plus. Puis, c'est sûr de l'assiduité aussi, là. Donc, l'assiduité dans les notes évolutives, dans la rédaction de rapports. S'il y a une journée que tu te mets de la rédaction, mais c'est sûr que quand tu es chez toi puis que tu n'as pas personne qui te regarde, tu n'es pas payé en termes d'heures, mais ça peut être plus facile de faire comme ah, je le ferai plus tard, puis finalement, tu ne le fais pas dans ta journée. Oui. Donc, ouais. Donc, l'assiduité, ça a été un défi. Ça va beaucoup mieux maintenant, sauf que je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour les travailleurs autonomes. Les notes évolutives aussi, là, c'est facile de prendre du retard là-dessus. Puis à un moment donné, tu te fais inspecter par ton ordre, puis c'est comme, OK, là, j'ai du retard. Puis c'est aussi stressant là, de savoir que tu as tout ce retard-là. Mais honnêtement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce que j'ai vraiment développé une méthode dans ma façon de travailler qui fait en sorte que Mhm. je respecte plus mes échéances que je me fixe. Je respecte plus vraiment. Mon vendredi, je me donne vraiment le défi de OK, toutes mes notes de la semaine sont rédigées, puis je pars à ma fin de semaine en ayant plus ça en tête. Oui. Euh, vraiment des choses que j'ai développées là, depuis quand même les 4 dernières années qui font en sorte que je me sens mieux dans ma pratique aujourd'hui. Là. C'est l'expérience aussi, là, quand on se lance, on ne sait pas nécessairement la charge de travail qu'on va avoir, comme tu dis, là. Exactement. Puis, c'est facile aussi de faire comme, ah, je vais prendre plein, plein, plein de clients. Puis là, tu mets, mettons, 7 clients dans une journée. Puis, en termes d'heures, c'est comme, ah, je travaille 7 heures. OK, mais 7 clients dans une journée, c'est énorme. Mhm. Moi, quand je faisais ça, je finissais mes journées, j'étais tellement fatiguée. Donc, j'avais pas nécessairement l'envie ou l'énergie pour faire mes notes. Donc, je me disais, ah, mes notes, je Mhm. vais le faire le lendemain. Puis, à un moment donné, j'ai pris du retard. Puis ça a été vraiment anxiogène pour moi. Donc, maintenant, je le fais vraiment au fur et à mesure. Puis, j'essaie vraiment de me mettre une limite en termes de nombre de clients que je vois par jour. Mhm. C'est sûr qu'il y a des moments où, par exemple, là, je pars en vacances la semaine prochaine. Donc, là, beaucoup de clients veulent un rendez-vous avant que je quitte 3 semaines, c'est normal. Donc, c'est sûr que je vais avoir des Mhm. journées un peu plus chargées, mais de façon générale, je me fixe vraiment une limite de clients. Puis, chaque personne, c'est tellement différent. Des fois, je parle à des collègues qu'eux sont capables de voir 7, 8 clients dans une journée. Puis, ils sont capables de garder Un rythme. ouais, un rythme. Merci, j'avais juste un beat dans la tête, mais un rythme là-dedans. Tandis que moi, si je fais ça, oui, je vais le faire. Je vais être capable de faire ma journée, mais je suis vraiment fatiguée. Donc, pour moi, quelque chose qui est vraiment plus réaliste, c'est par exemple 5 clients par jour. Puis j'ai OK. des collègues qui ça va être 3 clients par jour. Donc, ça dépend vraiment de chaque Oui, personne. c'est Puis ça. de s'écouter dans le fond, puis de, de se comprendre, de s'analyser, de s'observer comme intervenant, Oui. puis comme psychothérapeute. Pour être disponible adéquatement aussi pour les clients que tu vas rencontrer. Oui, exactement. Puis c'est Mhm. ça, des fois, quand tu travailles en organisme ou, par exemple, quand tu as un emploi salarié, bien, ça vient avec la charge de travail. Donc, par exemple, tu travailles un 35 heures semaine, puis dans ton 35 heures, bien, tu sais qu'il faut que tu donnes 3 groupes, puis tu as, mettons, 8 clients individuels dans ta semaine. Donc, tu as des heures qui sont payées à faire autre chose. Sauf que quand tu es en pratique Oui. privée, ton salaire, c'est tes rencontres avec tes clients. Tes notes, t'es pas payé. Ça fait partie de ça. Fait que Mhm. être facile de dire ah, je vais en prendre plus, je vais en prendre plus, je vais en prendre plus, mais il faut s'écouter là-dedans. Donc, ça Oui. vraiment, je pense que c'est un défi là, pour moi au début. Puis je pense je parle pour moi, mais j'ai des amis aussi qui font des travails semblables aux miens. Puis je pense que ça a été quelque chose aussi qui a été partagé. Là. Mhm. Oui, c'est certain. Puis Ouais. sinon, lorsqu'on se lance en affaires comme ça,
tant au niveau des rencontres avec les clients, mais justement de bâtir ton entreprise, parce que c'est une entreprise, hein, dans le fond. Est-ce qu'il y a une aide qui est donnée pour ça? Écoute, j'en connais pas spécifiquement des aides. C'est sûr que, il y a certaines formations qui sont offertes, je pense, par l'Ordre des psychologues du Québec, qui vont plus aider au niveau des finances et tout ça. Donc, comment faire tes finances, comment garder ta tenue de livre et tout ça, qu'est-ce que tu peux mettre dans tes dépenses et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'au niveau vraiment au niveau de la clientèle et tout ça, ça va être beaucoup je m'excuse l'expression, mais du bouche à oreille, là. Ouais. Donc, je pense que c'est super important d'être déjà entouré, d'avoir des contacts et tout ça. Puis Pour de pas bâtir hésiter. ta clientèle, ça? Oui, Pour bâtir le exactement, prix. pour bâtir la clientèle. Puis de pas hésiter non plus à contacter des gens, à le dire sur des réseaux sociaux professionnels, de dire, ben, tu sais, je commence en pratique privée, j'accepte des nouveaux clients, si jamais vous avez des Mhm. gens à référer. Donc, de pas hésiter à le dire, là, qu'on accepte des nouveaux clients et tout ça. Puis c'est sûr aussi qu'il y a, quand on est sexologue ou psychologue ou psychothérapeute, puis j'imagine que les autres ordres professionnels aussi, moi je ne les connais pas, là, mais il y a les outils de référencement en ligne. Donc, quelqu'un, par exemple, qui cherche un professionnel peut aller sur le site, par exemple, de l'Ordre des sexologues, dire qu'il cherche une personne dans telle région, puis si Mhm. on dit qu'on est disponible, notre nom va apparaître dans les recherches. OK. Un peu comme le bottin des ressources sur le site Internet du RIMAS, là où est-ce que Oui, vous pouvez entrer justement la région ou seulement chercher par région un service. C'est certain que le RIMAS, nous, c'est en délinquance sexuelle, mais hum. c'est un peu le même principe pour les autres professionnels. Oui, exactement. Puis, une autre chose que je viens de penser pendant qu'on parlait, moi, quelque chose que j'ai vraiment remarqué qui a fait que j'ai eu beaucoup de demandes, ça a été juste de m'inscrire sur Google Entreprise, là. OK? Juste mon nom avec mes coordonnées. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'appels, là, même Oui. trop, à un point que, à un moment donné, je ne pouvais plus rappeler les gens, là. Je le disais OK. sur ma boîte vocale que j'acceptais plus de nouveaux suivis. Mais oui, que ce soit le RIMAS, que ce soit les autres professionnels, que ce soit Mhm. d'autres réseaux professionnels ou réseaux d'intervenants par lesquels on peut se faire référencer, là. Donc, c'est important de s'inscrire à ça puis de le nommer qu'on a de la Mhm. disponibilité. Ah, c'est pratique, ça. Puis, selon toi, ce serait quoi les bons essentiels d'une praticienne autonome? Oui, bien, je pense que je vais te répondre plus une praticienne autonome en délinquance, si tu me le Oui, permets. Ouais. oui, ça serait Euh, bien. ouais. Mais je pense que je l'ai nommé quand je me suis présentée, là, que j'ai fait mes stages de bac et de maîtrise en délinquance. Donc, Mhm. euh, rapidement, dans mon cheminement professionnel puis scolaire, j'ai quand même été entourée de personnes qui étaient formées là-dedans. Puis je crois que c'est vraiment la base, surtout quand on est en pratique privée. Donc, de ne pas s'isoler avec nos cas, de ne pas s'isoler dans notre pratique. Donc, de parler de nos cas avec des personnes qui sont informées, qui sont formées en Mhm. délinquance. C'est vraiment, vraiment important. Ça permet toujours de se questionner à savoir, OK, est-ce que je suis dans la bonne piste de traitement avec cette Ouais. personne-là? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que je fais que je pourrais me remettre en question et tout ça? Donc ça, je pense que c'est super important. Puis une autre chose, euh, c'est sûr que ça va peut-être être dérangeant ce que je vais dire, mais je vais quand même me le permettre parce que j'ai consulté quand même certains collègues qui travaillent aussi en pratique privée. Mais je crois que pour travailler en délinquance, il faut avoir une formation quand même Oui. en délinquance, que parfois, j'ai l'impression que certaines personnes ont peut-être banalisé, mais j'ai l'impression que quand on sort d'un baccalauréat ou d'une maîtrise, Mhm. on n'est pas formé spécifiquement pour un certain type de clientèle. Oui. Donc, c'est important d'aller chercher de la formation, que ce soit par le RIMAS, hein, qui offre beaucoup, beaucoup de formations, que ce Tout à soit par fait. Forendia, que ce soit par Safe Mhm. Society. Il y a beaucoup d'organismes qui offrent des formations en délinquance sexuelle. Puis pour moi, ça, c'est un essentiel pour Oui. travailler avec les auteurs d'infractions sexuelles. Parce qu'il faut connaître les facteurs criminogènes, il faut connaître qu'est-ce qui qu'est-ce qui contribue au risque de récidive pour travailler sur ces facteurs-là. Puis des fois, les gens, ils ne le savent pas, puis c'est correct, là, c'est normal, mais ils acceptent ce type de clientèle-là. Puis j'ai l'impression que Mhm. ça
peut-être être, pas être problématique, mais ça peut faire en sorte que la personne ne va pas avoir eu un traitement probablement optimal là, pour sa difficulté ou pour sa problématique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui différencie justement le travail avec ce type de clientèle avec les auteurs d'infractions à caractère sexuel versus on sait c'est quoi la différence entre une victime et un auteur, mais ce qui va différencier vraiment ce type de formation-là, ce type de travail, de soutien que tu offres? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que je pense que dans ma façon d'intervenir, donc dans mon empathie avec mon client, dans mon lien avec mon client, il n'y a rien qui va différencier, vraiment. OK. C'est sûr que peut-être qu'avec des clients qui sont un peu plus réfractaires, qui sont moins motivés, mais ça, on en voit moins en pratique privée, là, mais avec ces clients-là, peut-être que oui, ça va être un peu plus un type de suivi qui va être confrontant, qui va être euh, probablement plus difficile, mais de Mhm. façon générale, dans mon approche, il n'y a rien vraiment qui diffère. Ça va vraiment être beaucoup dans moi comme intervenante, comme psychothérapeute, comme sexologue, dans mon, ma compréhension clinique. Donc, dans ma Mhm. tête, je vais toujours garder les facteurs qui sont associés au risque de récidive en tête pour les travailler indirectement OK. indirectement ou directement, là, mais dans mon suivi avec mon client. Donc, par exemple, euh, on sait que si je prends par exemple la Stable 2007, qui est un outil un outil actuariel, euh, le réseau social, c'est quelque chose d'important. Mhm. Si mon client me parle, par exemple, qu'il y a un tel ami dans sa vie, moi, je sais que dans ma tête, ah, OK, ça pourrait être un facteur qui est associé au risque de récidive. Donc, je vais le travailler, puis je vais emmener la personne par des questions, par des reflets, à peut-être développer un meilleur cercle social. Ouais. Tandis que si je n'avais pas cette formation-là, si je n'avais pas ces connaissances-là pour la clientèle, peut-être que je n'aurais pas nécessairement pensé à aller faire ce travail-là vraiment Exact. sur le réseau social. Donc, je te dirais que je ne sais pas si ça répond à ta Oui, question, là, oui, mais oui. oui, De là pourquoi la formation spécialisée en délinquance sexuelle est extrêmement importante si on veut travailler avec ce type de clientèle-là, puis surtout si on veut l'aider adéquatement, là. exactement. Puis, que ce soit une formation ou, tu sais, c'est sûr que la formation, c'est l'idéal, mais d'aller au moins chercher de la supervision là, avec un superviseur qui est Oui, vraiment habitué en délinquance et tout ça. Puis justement, le RIMAS bientôt va offrir une liste de superviseurs, là. Je pense que tout à c'est dans fait, les oui. projets. Oui. Mhm. Mais vraiment d'aller se former, d'aller chercher des connaissances, de comprendre c'est quoi les facteurs qui sont associés au risque de récidive et tout ça. Pour moi, Mhm. là, puis pour plusieurs de mes collègues que j'ai consultés, c'est un essentiel là, d'une bonne pratique avec les Oui, auteurs d'infractions sexuelles. oui, effectivement. Puis, il y en a plusieurs qui doivent craindre un peu pour leur sécurité en étant travailleurs autonomes et en étant confrontés à ce type de clientèle-là. Comment est-ce que vous y prenez pour assurer votre sécurité quand vous travaillez comme toi? Je crois que tu es à domicile. Non, moi, je suis pas à domicile. J'ai vraiment un bureau là, dans ma région que OK. je partage avec deux intervenants, un psychologue puis une intervenante, une thérapeute en relation d'aide, en fait. OK. Euh, c'est sûr que quand je vais faire des évaluations, puis que ça va être un dossier peut-être quelqu'un qui a plus d'antécédents ou quelqu'un que je sens qu'il y a une dynamique plus criminelle, si je peux dire, mais Mhm. je vais demander à mon collègue, est-ce que cette journée-là, tu vas être au bureau? Donc, je vais OK. m'assurer qu'il y a quelqu'un au bureau avec moi. Même chose quand que je commence des suivis. Donc, quand OK. j'ai des nouveaux suivis, je m'assure de les mettre dans une plage horaire où je sais que je ne serai pas seule au bureau, en fait, pour rencontrer la personne. Euh, Mhm. c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, là. Idéalement, on aurait des, des boutons panique, tout ça. Je pense qu'il y a Mhm. des organismes majoritairement, ils en ont. Euh, mais souvent en privé, on va avoir des gens qui sont un peu plus motivés à travailler, là. Ils vont débourser de l'argent, donc ça va être des gens probablement qui vont être plus enclins à se remettre en question, enclins Mhm. à avouer là, leur Oui. délit, donc peut-être moins de confrontation et
je sais pas, personnellement, je me suis jamais vraiment sentie en danger dans mon bureau. OK, Quand j'ai eu des évaluations, je savais que ça allait être plus difficile. J'avais toujours mon collègue qui était dans le bureau à OK, côté. Donc, je me sentais quand même en sécurité. Puis si vraiment, là, c'est pas possible, mais je vais aviser quelqu'un, mettons une collègue, une amie collègue, que hey, j'ai une évaluation aujourd'hui. Si je t'ai pas contacté avant telle heure, est-ce que tu peux m'appeler, s'il vous plaît? OK. Donc, des moyens comme ça, là. Oui, C'est un petit peu broche à foin, là, mais on trouve ce qu'on peut ouais, faire. c'est ça. Quand j'ai développé un lien avec mes clients, je me sens assez à l'aise avec eux pour être seule au bureau, là. Donc, OK, ouais. OK, OK, je comprends. Puis sinon, comment est-ce que dans ta pratique, est-ce que vous vous y prenez pour mettre vos limites face à des mandats parfois trop larges, peu clairs? Ouais. Ben, avant ça, j'aurais peut-être envie de te parler un petit peu du genre de demande parce que je pense que les limites vont parfois être différentes selon le type de demande qu'on Bien peut sûr. avoir euh, souvent en évaluation. En fait, pour les demandes d'évaluation, hein, il y en a qui peuvent venir de l'approbation, des services de probation de différentes régions du Québec. Donc, moi, par exemple, je vais offrir des services pour l'approbation des Laurentides, Laval, Lanaudière, le Nunavik aussi. Euh, je ne me souviens plus de la région, là, j'ai un blanc, la Mauricie Mhm. récemment. Donc, c'est sûr que quand c'est des demandes qui sont par les services de probation, ça vient d'emblée avec le fait qu'on va recevoir les documents demandés, qu'on va recevoir le casier judiciaire, qu'on va recevoir les documents policiers. Donc, des fois, c'est un peu moins, c'est plus facile en fait de mettre nos limites avec les services de probation parce ils savent c'est quoi une expertise Oui, sexologique, une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle. Donc, d'emblée, ils vont nous envoyer ce qu'on a besoin. Euh, D'autres types de demandes qu'on peut recevoir, ça peut être des demandes d'avocats, souvent de la défense, qui vont demander qu'on évalue leurs clients. Ça peut être des demandes de la DPJ. Ça peut être des demandes directement de la personne, là, du client qui nous contacte directement. Donc, ça peut être les types de demandes souvent qu'on va recevoir en évaluation. Donc, c'est sûr que c'est super important de mettre nos limites aux demandes. oui, Euh, Comment moi je vais le faire souvent, par exemple, ben, je vais vraiment prendre une discussion téléphonique avec la personne, puis je vais nommer c'est quoi une évaluation. Donc, de dire, ben, je ne suis pas là pour déterminer est-ce que ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Moi, je prends les faits, puis je prends ce qui a été nommé par les policiers, tout ça, ou par la DPJ, mhm. puis je me base là-dessus. Donc, vraiment de clarifier notre rôle, clarifier qu'on n'est pas là pour dire est-ce que ça s'est passé, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Mhm. C'est super important parce que des fois, ça peut vraiment créer des conflits là, avec les personnes qui vont faire les demandes, autant que ce OK. soit les avocats que les clients. Donc, Mhm. c'est ça. Euh, une autre façon que moi, je peux mettre mes limites, là, donc de dire vraiment quel document j'ai besoin. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai développé plus récemment parce qu'avant, j'avais peut-être plus de difficultés à ce niveau-là, mais si par exemple, j'acceptais une évaluation, euh, j'allais pas nommer clairement quel document qu'il fallait ou j'allais pas nommer de date limite pour la réception de ces documents-là. OK. Donc, ça pouvait faire en sorte que des fois, quelques jours avant la rencontre, j'avais pas les documents. Puis là, Mhm. ça faisait en sorte que c'était plus difficile pour moi de me préparer. Donc, de dire, par exemple, OK, j'accepte le mandat, mais il me faut tel document. Par exemple, il me faut le casier judiciaire, il me faut le précis des faits, il me faut plein d'autres choses, l'acte de dénonciation, OK. etc. Puis, j'en ai besoin au moins 2 semaines avant la date d'évaluation. Ou OK. dès que je les reçois, je vous appelle pour fixer une rencontre d'évaluation. Donc, ça peut être quelque chose, chaque personne va trouver sa façon, là, mais vraiment de Ouais. mettre des limites par rapport à la réception des documents puis aux documents qu'on a besoin. Euh, Aussi, des fois, par rapport à certaines probations, on va avoir plus de difficultés à obtenir certains documents par rapport à des antécédents. OK. Donc, moi, je vais le nommer clairement dans le rapport qu'il y a eu une demande pour avoir accès à ces informations-là. Je n'ai pas eu accès à ces informations-là, donc mon évaluation se base là-dessus. Donc, Mhm. c'est vraiment, il y a différentes façons de mettre ses limites, là, mais je pense qu'il faut vraiment se rappeler que
quand on demande un document, on le sait que c'est parce qu'on en a besoin. Il faut se faire Exact. confiance, de se rappeler que c'est nous le professionnel, c'est nous qui sait c'est quoi qu'on a besoin, puis pourquoi on en a besoin. Puis se Mhm. permettre de refuser des mandats aussi là, qui sont trop larges, que la personne, on sent que c'est pas nécessairement qu'on répondra pas à son besoin, là, en fait. Oui, exactement, parce que c'est des documents qui sont essentiels justement dans le traitement de la personne. Dans le traitement, puis aussi dans l'évaluation. Mais dans le traitement, en effet, tu as raison aussi, là. Mhm. Puis, une autre chose qui est importante aussi, quand que je reçois des demandes de suivi, par exemple, quand je commence un suivi vraiment avec quelqu'un qui a commis des délits sexuels, donc je vais vraiment clarifier le rôle. Donc, je vais clarifier le rôle de sexologue, psychothérapeute de suivi versus la personne qui fait l'évaluation. Parce que des fois, les gens, ils veulent ils ne comprennent pas nécessairement la différence entre ça, puis c'est sûr que ça peut être mélangeant pour eux, hein, c'est des termes de cours, souvent, Oui, c'est des termes d'avocat, mais il faut vraiment que les gens comprennent que si tu les suis en suivi thérapeutique, tu ne peux pas faire leur évaluation pour la cour. OK. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que maintenant, je fais d'emblée là, avec je dis les hommes parce que c'est majoritairement des hommes que je rencontre, là, mais avec les hommes auteurs d'infractions sexuelles, c'est quelque chose que je vais nommer clairement en début de suivi. OK. Oui, parce que c'est quand même très pertinent. Oui, c'est pertinent, puis c'est aussi pour ne pas briser le lien. Si la Mhm. personne, on se rend compte que ah, ben, son attente, c'est pas d'avoir un suivi, son attente, c'est vraiment d'avoir une évaluation. OK, Mhm. on n'est pas du tout dans le même type de mandat, on n'est pas du tout dans les mêmes frais, dans les mêmes tarifs. Donc, c'est tout qui change. Donc, de clarifier vraiment l'attente et le Mhm. besoin.